Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la norme I3E 830 qui utilise des spécifications et des exigences logicielles. Alors, la norme I3E 830 est plus connue sous son acronyme SRS pour Software Requirements Specification. Alors, imaginez que vous êtes chargé de développer un nouveau logiciel pour une entreprise, ou alors vous avez un projet académique consistant à développer une application. Ne vous inquiétez pas. Si vous posez la question de savoir comment est-ce que vous allez définir les exigences de ce logiciel, la norme I3E est là pour vous guider. En effet, la norme I3E utilise donc ce document fondamental qui est le CEL pour tous les projets de développement logiciel. Ce document donc est essentiel en informatique car il sert de boussole et de contrat entre le client et le développeur. Comprendre ce document, c'est s'assurer que nous construisons un bon logiciel de la bonne manière. Qu'est-ce que la spécification des exigences logicielles? Ce document formel, en fait, bien complet et détaillé, permet donc aux développeurs de mettre ou de mener à bien tous leurs projets de développement logiciel et d'application. Cette spécification des exigences donc est constituée de deux exigences spécifiques, à savoir les exigences fonctionnelles et les exigences non fonctionnelles. Les exigences fonctionnelles ici renvoient à ce que le système fera pour l'utilisateur. Les exigences non fonctionnelles, quant à elles, renvoient aux contraintes d'exécution, c'est-à-dire en termes de qualité et de conception. On parle là de la performance du logiciel, de sa fiabilité, de la sécurité et des règles liées à la qualité du logiciel. Quel est le rôle central du CEL? Le CEL ici est un document de référence. Il est fondamental et il établit l'accord formel entre le client et le développeur. Ce document-là, il permet de structurer le projet, guider la conception et le développement, créer les tests d'acceptation, garantir que le logiciel final correspond aux besoins exprimés et que les critères de qualité vont permettre d'obtenir à la fin une bonne application, un bon résultat. La norme I3E 830 ne se contente pas de structurer le document, mais définit aussi les priorités, les propriétés de qualité donc du CEL. Quelles sont les caractéristiques du document CEL? On parle là de ces caractéristiques globales. Un bon document CEL doit contenir ces différentes caractéristiques. Il doit être un document complet, c'est-à-dire regrouper toutes les fonctions, les contraintes, l'interface, les données nécessaires doivent être incluses. Il doit donc être cohérent également, modifiable, traçable, nécessaire, correct, vérifiable, non ambigu et surtout classé par priorité. Quelles sont les règles d'or qu'il faut retenir avec le document CEL? Avec le document CEL, il est important de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Pour garantir la qualité de votre CEL, évitez l'ambiguïté. Tous les documents doivent contenir une phrase claire et propre, donc cette phrase ne doit pas être vague. Il faut éviter d'écrire les termes liés à la conception, les frameworks à utiliser et bien d'autres. Il faut éviter de mélanger les différents niveaux de réalisation de votre projet. Voilà. En suivant donc la structure et les principes de la norme I3E 830, vous garantissez un CEL de qualité, clair, non ambigu et complet. Quelle est la structure selon la norme I3E d'un bon CEL? Cette structure donc a trois éléments très importants à ne pas négliger, à savoir l'introduction, la description générale et les exigences spécifiques. Au niveau de l'introduction, cette section-là pose le décor et définit le système dans son ensemble. C'est pourquoi elle est constituée de l'objectif et la portée, c'est-à-dire le but du document, des définitions d'acronymes et des abréviations,
l'ensemble, c'est-à-dire la liste indispensable pour clarifier le jargon utilisé dans le projet. Les références et renvois, c'est-à-dire les documents et sources utilisés, les normes spécifiques et connexes qui ont été utilisés pour la réalisation du document. Comme deuxième exigence, donc, deuxième élément de la structure, nous avons la description générale, c'est-à-dire la vue d'ensemble. C'est la vue d'ensemble du produit, c'est-à-dire son contexte et ses contraintes globales. Cette partie-là est le pont essentiel entre l'idée générale du projet et la spécification technique détaillée. Donc, dans la description, nous avons les perspectives du produit, les fonctions du produit, les caractéristiques des utilisateurs, les contraintes globales, les hypothèses et les dépendances, les exigences globales. Donc, au niveau donc de cette description générale, on parle de manière générale de la vue d'ensemble du projet, le contexte, les contraintes. Ici, c'est le pont essentiel entre l'idée générale du projet et les spécifications techniques bien détaillées. C'est-à-dire ici, on va parler des fonctions, des caractéristiques, des contraintes du projet. Ce sont des éléments à ne pas négliger pour aboutir à un résultat vraiment idéal. Comme troisième exigence, donc, nous avons les exigences spécifiques qui se regroupent en deux. D'un côté, les exigences fonctionnelles, comme nous l'avons dit ci-dessus, et les exigences non fonctionnelles. Alors, les exigences fonctionnelles, ici, renvoient à ce que le système ou alors le projet, l'application doit faire. C'est pourquoi nous avons donc préparé là un petit résumé qui vous permettra de comprendre la différence ou alors les deux points essentiels pour la compréhension de ces deux types d'exigences. Pour la bonne séparation entre ces deux types d'exigences, nous avons ce qui suit. Les exigences fonctionnelles ici répondent à la question de quoi, c'est-à-dire décrire le comportement du logiciel, ce que le système doit faire. Et les exigences non fonctionnelles répondent à la question de comment et décrire les contraintes sur la manière dont le système doit fonctionner. En guise de conclusion, dans ce que nous devons retenir ici, c'est que pour une réussite évidente de tous les projets de conception, il est essentiel, voire même idéal, de choisir et de bien mettre en pratique les recommandations de la norme I3E830 afin d'éviter toute forme d'échec du projet ou de quelconque problème lié au rendu final. Il est bien vrai, cette norme a été remplacée par la norme ISO, mais elle reste toujours une référence dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Nous vous remercions d'avoir écouté cette vidéo et nous disons à bientôt. Merci.